écoutez le podcast de l'Alliance française de Porto Rico. Nous sommes une institution à but non lucratif qui a pour mission la diffusion et la promotion de la langue française et des cultures francophones. Bonjour tout le monde, merci de vous connecter. Je suis Armando Roman, réceptionniste, éditeur, mais surtout étudiant niveau B2 ici à l'Alliance. Bonjour à tous, je suis Élise Ballan, coordinatrice pédagogique et professeure à l'Alliance française. Bonjour, moi je suis Clara, étudiante de français langue étrangère à l'Université de Pau. Je suis actuellement professeure stagiaire à l'Alliance française de Porto Rico. Et donc, qu'est-ce que c'est la francophonie, Élise? Bon, alors les personnes qui parlent espagnol sont hispanophones, les personnes qui parlent anglais sont anglophones et les personnes qui parlent français sont donc francophones, avec un F minuscule. Mais qu'est-ce que c'est que la francophonie avec un F majuscule, finalement, Clara ? La francophonie avec un F majuscule, c'est un dispositif institutionnel organisant les relations entre les pays francophones. Cette organisation est gérée par l'Organisation internationale de la francophonie et ses missions sont de développer une coopération politique, éducative, mais aussi économique et culturelle entre ces pays membres. Bon, j'ai vu dans une vidéo envoyée à nous par Élise que le terme francophonie est apparu dans le 19e siècle, écrit par le géographe français Onésime Reclus, pour décrire l'ensemble des personnes et des pays utilisant le français. Mais ce n'était pas utilisé comme aujourd'hui jusqu'aux années 60 où, quand les personnalités des pays francophones nouvellement indépendants ont commencé à impulser la création d'une communauté internationale francophone. Pour parler quelques détails statistiques, peut-être, sur la francophonie, donc il existe un observatoire de la langue française, qui est une institution qui élabore un rapport des personnes qui parlent français tous les 2 ans. Et la dernière publication en 2018 estimait à 300 millions le nombre de locuteurs de français répartis sur les 5 continents. Donc parmi ces 300 millions de personnes qui parlent français, il y a 235 millions qui utilisent le français quotidiennement et parmi ces 235 millions, la majorité sont sur le continent africain. C'est intéressant. Le reste, 65 millions, seraient donc des personnes qui ont appris le français comme langue étrangère. Merci pour toutes ces informations, Élise. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la francophonie avec un F minuscule et plus particulièrement sur la francophonie en Martinique. Pour cela, nous avons une invitée spéciale, Diana Ursulin Mopsus, qui est avec nous et qui nous parle depuis la Martinique. Bonjour Diana. Bonjour Diana. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Diana Ursulin Mopsus. Je viens de l'île de la Martinique. J'ai 2 langues maternelles, le français et le créole martiniquais. J'ai fait des études de langue étrangère appliquée et de linguistique. Bon, Diana, je vais commencer avec la première question qu'on a pour toi, c'est qu'est-ce que c'est la francophonie pour toi? Alors, pour moi, la francophonie, c'est l'union des pays du monde qui parlent le français et qui ont un attachement qui peut être historique, linguistique, culturel ou sociopolitique avec la langue française. Quel serait le lien historique, linguistique ou sociopolitique de la Martinique, justement, avec la langue française ? Bien, alors déjà, il faut placer la Martinique. Elle se trouve dans les Petites Antilles, dans la Caraïbe, entre l'île de la Dominique au nord et l'île de Sainte-Lucie au sud. Elle a une superficie de 1128 km², donc elle mesure 80 km de sa plus grande longueur et 39 km de sa plus grande largeur. Et donc au nord de l'île, vous avez la montagne Pelée que vous pouvez voir en fond d'écran, qui est le volcan toujours actif et c'est le point culminant de l'île. Donc
un point important qu'il faut mentionner, c'est que la Martinique, c'est une île française, c'est-à-dire que c'est un territoire d'outre-mer qui fait partie institutionnellement de la France, tout comme les îles de la Guadeloupe, l'île de la Guadeloupe. Vous avez aussi la Guyane française, la Réunion et Mayotte. Quand vous parlez d'une île francophone, ça fait référence à une île qui a un rapport historique avec la langue française. Donc, le français est parlé, le français est enseigné. Je peux vous donner comme exemple Haïti. Haïti a été colonisé par la France. L'île a obtenu son indépendance, mais il y a quand même un attachement qui reste historique. Et donc, on parle le français, mais c'est une île francophone. Quand on parle d'île française, il y a un rapport aussi institutionnel. Bien. Un autre point qui est important à mentionner, c'est quelques dates historiques. La première date officielle qu'on doit avoir en mémoire, c'est l'arrivée de Christophe Colomb en 1502. Ensuite, vous avez la prise de possession de la France en 1635. Et cette date est très importante parce qu'elle marque le début du processus de colonisation. Ce processus de colonisation est accompagné de l'instauration d'un système esclavagiste qui a duré jusqu'en 1848, qui est la date de l'abolition de l'esclavage. Durant toute cette période, il y avait plusieurs, on va dire, peuples. Vous aviez les Européens, vous aviez les Amérindiens, vous aviez les Africains, et un petit peu plus tard, vous avez eu les Indiens, les Levantins et les Asiatiques. Donc, tous ces peuples avaient besoin de communiquer, mais chacun parlait une langue différente. Donc, il y a eu un besoin de communication, et c'est de là qu'a émergé le créole martiniquais. C'est pour ça que nous sommes une population métissée. Toutes les ethnies parlent le créole martiniquais. Alors, un autre point que je voulais aussi vous mentionner, l'évolution du français et du créole en Martinique. Il faut savoir que ces deux langues ont évolué avec le statut institutionnel de la Martinique. Une date très importante à avoir maintenant en mémoire, c'est 1946, qui marque la départementalisation de la Martinique, la Guadeloupe, ainsi que la Réunion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que, à partir de cette date, ces trois îles font partie de la France, à part entière. Et donc, ils sont départements, tout comme les départements de la France. L'un des points éducatifs, c'est que l'école devient obligatoire et le français devient la langue d'instruction. Avant, la majorité de la population parlait le créole. Donc le français était parlé, mais il n'était pas indiqué comme langue d'instruction ou langue d'éducation. Bien. La situation de la Martinique est ce qu'on appelle une situation diglossique. C'est une situation de diglossie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de deux langues qui sont en présence dans un même territoire. Autrement dit, dans le cas de la Martinique, vous avez le français et le créole martiniquais. Ces deux langues sont pratiquées à l'oral, dans des pratiques quotidiennes, mais aussi à l'écrit, au niveau de la lecture et de l'écriture. Maintenant, il faut prendre le contexte de l'utilisation de ces deux langues. Par exemple, le français est utilisé dans des situations formelles ou quand vous exprimez des thèmes qui sont ce qu'on dirait sérieux, des thèmes de l'administration, des thèmes dans le domaine éducatif. Et le créole est plutôt utilisé dans des situations informelles, c'est-à-dire quand les thèmes sont plutôt des thèmes dans le cadre de la famille, entre amis, même dans des sujets de plaisanterie. Et actuellement, vous l'avez aussi dans les médias. Un dernier point que je voulais mentionner aussi pour vous donner un contexte assez global, c'est que le français est la langue d'instruction, mais que le créole
progressivement aussi, a été instauré dans le système éducatif français. Les débuts ont été difficiles parce que le créole n'était pas valorisé. Mais il y a eu une charte qui a été créée par l'Union européenne qui reconnaît les langues régionales. Donc il faut savoir que de par notre statut institutionnel, nous faisons partie de la France, donc nous faisons partie de l'Union européenne. Et donc cette charte linguistique s'applique. Ce qui se passe, c'est que maintenant, toutes les langues régionales des pays faisant partie de l'Union européenne bénéficient de cette reconnaissance. Et donc, les langues régionales peuvent être enseignées à l'école. Petit bémol, qui est compréhensible, c'est qu'il y a une certaine réticence, une certaine réserve de la part des parents et aussi des professeurs. Parce que toujours, on a cette idée que le créole ou les langues régionales peuvent représenter un obstacle à l'apprentissage du français. Donc, en résumé, ce sont deux langues qui ont, entre guillemets, des fonctions bien marquées et qui ont besoin de favoriser cet équilibre linguistique que nous essayons petit à petit d'obtenir. Cool. Bon. Voilà un peu pour le panorama global. Oui, merci Diana, c'était très très bien et je voulais noter le mot que tu as utilisé, c'est une situation diglossée, c'est le mot, je ne la connais pas. C'est une diglossie, voilà, c'est un terme linguistique qui justement définit des contextes sociolinguistiques où il y a deux langues qui cohabitent sur un même territoire. D'accord, diglossie. Oui. Et je me demandais, Diana, est-ce que techniquement il est possible que quelqu'un né en Martinique, qui habite par exemple aussi, ne parle pas du tout le créole? Oui, c'est possible. Il faut prendre en considération énormément de facteurs. Vous pouvez avoir des situations de bilinguisme avec des degrés différents. Par exemple, vous pouvez avoir un locuteur natif martiniquais qui maîtrise parfaitement bien les deux langues. Vous pouvez avoir aussi un locuteur natif qui maîtrise beaucoup plus le français que le créole, parce que par exemple, il a vécu beaucoup plus au centre-ville. Il a reçu une éducation dans les écoles, il est allé à l'université, et donc il a moins parlé le créole, par exemple, avec sa famille. Vous avez inversement des cas de locuteurs natifs qui maîtrisent beaucoup plus le créole que le français. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été moins exposés au français que le créole. Le créole est peut-être la langue qu'ils parlent majoritairement dans leur famille ou dans leur entourage. Ce sont par exemple des situations que vous allez retrouver en ville et à la campagne. Voilà, oui. Par exemple. Donc tout dépend de l'exposition. Oui, mais il y a aussi d'autres facteurs. Ça dépend aussi dans certaines familles. Si vous êtes, par exemple, un homme ou une femme, il sera mieux pour une femme. Ce serait mieux perçu que la femme s'exprime en français. Pour un homme, en fonction de la situation, si c'est une situation privée, on pourra l'entendre parler créole ou français, il n'y aura pas de problème. Mais s'il est dans un espace public, il pourra aussi utiliser les deux langues. Dans le cas de la femme, il est préférable qu'elle l'utilise dans une sphère privée plutôt que dans une sphère publique. Donc, il y a ces facteurs aussi à prendre en considération. Le facteur aussi de l'éducation. Il faut savoir que avant que le français ne soit considéré comme langue d'instruction, avec la départementalisation des îles, la langue majoritaire, c'était le créole. Donc, imaginez-vous tous ces enfants qui parlent le créole est leur langue maternelle. Du jour au lendemain, presque, on leur demande à l'école de parler le français. Donc, il y avait cette nécessité de créer une transition
pour que petit à petit, ils apprennent la langue française. Donc, vous avez des situations de personnes qui ont vécu cette période d'arrivée de la langue française comme langue d'instruction et donc qui ont des lacunes en français parce que leur langue maternelle première est le créole. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération et vous avez des cas, un locuteur natif en lui-même a une relation différente Et pour les cas avec ces deux langues. La situation des femmes qui est mentionnée, c'est mieux qu'elles parlent français en public et tout ça. C'est toujours comme ça actuellement? Je pense que ça a évolué. Ça a évolué. Le créole est beaucoup plus accepté, par exemple, dans les médias. Maintenant, une femme qui parle créole est mieux perçue. Mais attention, il faut être bien conscient des codes. C'est-à-dire, si vous êtes une journaliste, vous, dans un cadre d'une émission culturelle, vous avez la possibilité de vous exprimer en créole parce que ça fait partie de la sphère culturelle. Par contre, si vous êtes peut-être une journaliste qui va présenter les informations locales, internationales, nationales, il sera préférable d'utiliser le français parce que c'est relativement codifié. Si vous êtes dans un marché, donc là, il y a beaucoup plus de flexibilité, vous allez entendre des femmes s'exprimer en créole. D'accord. Je pense que Clara a une question qui découle un petit peu de... Non, je trouvais ça juste intéressante, cette remarque, parce que je me demandais pourquoi il y avait cette distinction entre les hommes et les femmes. Quel était le symbole caché, en fait, derrière le créole? Pourquoi les femmes avaient moins le droit de l'utiliser par rapport aux hommes? Alors, je pense qu'il faut remonter aussi à l'époque de la colonisation. Donc, au départ, tout le monde parle le créole, d'accord? Les personnes qui ont accès au français, en général, ce sont les Européens ou éventuellement, on va dire, les mulâtres qui ont obtenu une éducation. Donc, ils peuvent s'exprimer en français et en créole. Mais c'est vrai qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas accès à une éducation formelle en français. D'accord? Donc, la langue qu'elles utilisaient, c'était le créole. Progressivement, ça a évolué. D'accord? Donc, quand nous arrivons à l'époque de la départementalisation, en 1946, le créole était considéré comme une langue qu'on parlait à la maison, mais aussi qui était aussi une langue qui n'était pas valorisée. C'était la langue des personnes à qui il manquait de l'éducation, à qui c'était une langue qui n'était pas considérée comme d'ascension professionnelle. Et donc, pour pouvoir y arriver, il fallait parler français. Donc, pour une femme, pour pouvoir s'en sortir, entre guillemets, dans la société, on lui demandait plus de s'exprimer en français qu'en créole. Si elle s'exprimait en créole, tout de suite, on pourrait penser qu'il lui manquait d'éducation ou qu'il lui manquait de savoir-vivre. Oui. C'est pour ça que maintenant, le rôle est un petit peu inversé, mais que heureusement, maintenant, le créole est parlé par autant les hommes que les femmes. Oui. Il y a encore du travail à faire, mais nous tendons vers ça, que ce ne soit plus stigmatisé. Donc, moi, je vais passer à la prochaine question, qui est, selon toi, Diana, quels sont les bénéfices de cette union qu'est la francophonie? Et bien que ce soit en Martinique, en France ou ailleurs. Bien, alors pour moi, un des bénéfices majoritaires, c'est que il y a cette idée d'acceptation de l'évolution de la langue française. C'est un vecteur de communication. C'est une langue qui est parlée dans plusieurs pays
à travers le monde et c'est une langue qui a une place importante ou non dans le pays, mais qui a cette place. Donc je pense que c'est très important d'accepter l'évolution de n'importe quelle langue. Et dans le cas de la langue française, c'est accepter que la langue française évolue dans chaque pays francophone de manière différente, mais de manière harmonieuse avec les autres langues qui sont parlées dans ces pays francophones. Le deuxième élément, c'est que le français, c'est une langue, pour moi, de représentation diplomatique. Effectivement, elle a une place au niveau international et donc c'est une richesse de pouvoir la maîtriser. Aussi, elle a une représentation économique qui est assez forte et je pense que ces deux points-là, au-delà de l'aspect diplomatique, de l'aspect économique, il est important aussi de la maîtriser dans le domaine de l'éducation. Et mon dernier point, pour moi, c'est important qu'il y ait un respect, de la place de la langue française dans les pays francophones, mais aussi un respect des langues régionales de ces pays. Si nous arrivons à respecter ces deux langues et qu'elles cohabitent, qu'elles se mêlent de manière harmonieuse, je pense qu'on pourra avancer. Ce n'est plus le moment, c'est peut-être le moment d'évoluer vers une acceptation que ces deux langues ont leur place et de maintenant leur trouver une sphère dans laquelle elles peuvent évoluer en respectant l'importance de chacune. Voilà. Très bien. Eh bien, pour finir, on a une dernière petite question. Oui. Selon toi, est-ce qu'il existe un français standard ? Pour moi, il existe un français standard. Alors, ma conception du français standard, c'est le français qui est enseigné à l'école. C'est-à-dire, c'est un français qui a des normes, qui a des codes. Quand vous allez à l'école, vous apprenez la grammaire, vous apprenez le vocabulaire, vous faites des dictées tous les jeudis ou tous les mercredis de mémoire. Et ça, vous devez absolument le maîtriser. C'est important et c'est valable pour n'importe quelle langue. Pour apprendre une langue, vous avez besoin d'une base. C'est comme si vous construisez une maison. La maison a besoin de bases solides. Donc, pour moi, c'est important. C'est pareil aussi, comme je disais, ce n'est pas seulement le cas du français, c'est aussi le cas de l'espagnol. Quand j'ai appris l'espagnol, l'espagnol standard, c'était l'espagnol castillan. Donc, j'ai dû apprendre, comme tout apprenant hispanophone, j'ai dû suivre les règles et apprendre les normes, apprendre le subjonctif, apprendre les nombreux verbes irréguliers. Et donc, pour moi, ça m'a permis d'avoir une base pour apprendre la langue de manière normative. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que ces notions de francophonie, de français standard, est-ce que ça influence ta manière d'enseigner, toi, en tant que professeur de français langue étrangère ? Alors, je dirais que je me mets à la place de l'apprenant. C'est-à-dire que je pars du principe qu'au départ, ils ont besoin d'une base pour apprendre. Donc, je leur apprends les normes, je leur apprends les points de grammaire, les points lexicaux, etc. Mais ma conception de la langue, c'est qu'elle n'est pas une langue qui est rigide, ce n'est pas une langue qui est figée. C'est une langue qu'on utilise pour parler de la culture, c'est une langue qu'on utilise pour parler de ses émotions, c'est une langue qu'on utilise pour parler de la gastronomie. Et c'est une langue aussi qui reçoit des influences d'autres langues. Donc, il est important pour moi aussi de leur dire que, certes, il y a des normes, il y a cette langue standard,
mais aussi qu'il y a des variations, il y a des régionalismes. Et donc, il faut les accepter et les comprendre. Hein. Tout comme, par exemple, dans le cas de l'espagnol, j'ai appris l'espagnol castillan, mais nous étions conscients que si, par exemple, nous allons en Amérique du Sud ou dans la Caraïbe, l'accent sera différent, certains mots seront différents. Bien sûr, ça rend un peu la tâche compliquée, mais c'est le principe de la langue. La langue, elle vit, elle évolue, elle est flexible, et donc pour moi, c'est important que les apprenants aient en tête que c'est une langue qui vit, donc qui change. Et donc, c'est ce que j'essaye vraiment d'instaurer dans la classe, cette flexibilité de la langue. Merci. Ça me C'était une semble très belle beau. conclusion. Oui, c'est... Ah, si vous me permettez juste d'ajouter quelque chose, pour moi, c'est important effectivement la norme, mais c'est important aussi de montrer la langue dans toute sa richesse, dans toute sa beauté, et de dire que cette complexité du lexique, de la grammaire, tous ces éléments qui font une langue, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est une richesse, et c'est une richesse qui vient justement de cette évolution historique, de cette évolution culturelle, et donc que nous devrions l'accepter positivement. Voilà. Moi, je m'intéresse à cette notion d'une langue standard comme base et pour après commencer à construire sur ça et pas comme un type de pierre que ne bouge pas oui. Et donc, je sais pas, et l'histoire qui est prof aussi, est-ce que moi, je sens que je suis arrivé comme un étudiant de niveau intermédiaire et à un point où je sens que j'ai la base. Et maintenant, j'ai commencé ici à l'Alliance à construire sur cette base et ajouter des mots régionaux, des termes qui sont plus casuels, des termes qui sont utilisés dans la vie quotidienne. Oui, et donc, est-ce que tu vois, et toi, Diana, aussi, ce changement dans les étudiants quand ils commencent à faire cette construction sur la base de la langue? Oui, je pense que Diana serait d'accord aussi. Il y a un moment donné, un seuil, disons, où effectivement un étudiant a tous les outils pour parler, c'est ce qui serait la base que tu mentionnes, je pense, et que ensuite, eh bien, on peut entrer dans la finesse des registres, du familier, des expressions. On commence aussi à capter peut-être l'accent. Des locuteurs natifs. Enfin, c'est un monde qui s'ouvre une fois que la base, effectivement, est créée. C'est tout un monde qui s'ouvre. Et moi, je rejoins Diana vraiment complètement sur l'idée que un français standard, tout comme un espagnol standard, c'est quand même très difficile à déterminer. À part ce qui est dans les livres au niveau grammatical, mais qu'après, c'est tellement culturel, il y a tellement de diversité dans les locuteurs qui parlent les langues que la culture transparaît dans la langue. Et comment pourrait-on dire que, par exemple, un espagnol castillan est un espagnol standard quand des millions de locuteurs en Amérique latine n'utilisent pas, par exemple, le vosotros, n'utilisent pas le ceseo. Et je pense qu'à un moment donné dans nos enseignements ou quand on était apprenant, on peut avoir souffert, alors je parle peut-être pour moi, mais de se trouver finalement face à des professeurs qui considèrent que telle langue, c'est la langue standard et qu'on doit la parler de cette manière-là, alors que ce n'est pas vrai. Donc c'est vrai que moi, en salle de classe, je fomente cette idée de si vous voulez prononcer de telle manière, c'est vrai que dans telle région on le prononce comme ça et dans l'autre à côté on la prononce d'une autre manière. Pourquoi je dirais que c'est cette manière-là qui doit être la bonne? Ouais. Pas du tout. Pourvu que l'apprenant soit au courant de pourquoi et de ce qui se passe. Ça fait partie de la langue et de sa culture, quoi. Voilà. Oui.
Oui, c'est une belle conclusion. L'ouverture au mouvement, à une langue qui vit, comme Diana a C'est ça, dit. une langue non figée. Vivante. Oui, et qui traduit aussi la diversité, la pluralité culturelle et linguistique. C'est pour ça que c'est important aussi d'être ouvert au régionalisme, ne pas être figé sur une seule région. Ouais. C'est ça la francophonie. C'est la francophonie, oui. Nous te remercions, Diana, d'avoir partagé ton expérience et ta bonne humeur sur cette thématique. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et nous espérons que c'est le début d'une longue collaboration. Mm-hmm. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. Merci. Merci à vous tous qui nous écoutez, à mes collègues ici. Et puis pour continuer cette discussion riche dans les commentaires ou dans vos esprits, eh bien, on vous laisse avec quelques questions pour continuer. Oui, je vais poser la première qui est aujourd'hui, on s'est centré sur la Martinique, mais il y a beaucoup de populations qui parlent français dans le Caraïbe. Est-ce que vous en connaissez? La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes francophone? Parmi vous, les auditeurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes francophones? Si oui, dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Est-ce que vous êtes un locuteur quotidien du français? Ou bien un locuteur, je ne sais pas comment on peut dire... Sporadique. Sporadique. Oui. Et puis, tant qu'on y est, eh bien, on vous demande également, est-ce que peut-être vous-même célébrez la francophonie derrière le dispositif technique? Ah, oui. Le dispositif d'écoute. Derrière vos écrans. Oui. Voilà. Retrouvez ce podcast et plus d'informations sur nos cours et nos activités sur notre site internet afpuertorico.org.